Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine, L'Empreinte du passé. Chaque mois, nous allons aller à la découverte ou à la redécouverte d'un élément fort qui, à travers l'histoire, a façonné l'identité culturelle de notre région. Pour ce premier numéro, nous sommes à la Cité L'Océan, à Biarritz, tout près de l'océan donc, puisque nous allons parler de chasse à la baleine, une activité dans laquelle les Basques se sont hautement illustrés. Et pour en parler, je vous retrouve à l'intérieur de la baleine de la Cité de l'Océan avec notre invité. Et notre invité, c'est Michel Perry. Michel Perry, bonjour. Bonjour. Vous êtes capitaine dans la marine marchande, toujours très impliqué dans cette activité professionnelle. Vous avez été capitaine et vous êtes toujours capitaine du Belém, ce célèbre voilier français. Vous avez été aussi sur une mission de direction technique sur le chantier de l'Hermione. Autre grand voilier, la reconstitution du voilier emprunté par Lafayette pour voguer vers les États-Unis. Et vous êtes coprésident de l'association Icach-Beguia, l'œil de la mer. Dites-nous quelle est l'activité et quelles sont les missions de cette association. Icach-Beguia, nous l'avons créé, donc c'est une association en 1901, nous l'avons créée en 1981 justement. Nous sommes actuellement une 120 adhérents. Donc le but, les objectifs sont la collecte, la conservation et la valorisation, notamment la transmission au public de tous les éléments qui constituent le patrimoine maritime basque, qui est riche comme tout le monde le sait. Voilà, alors aussi bien à travers des témoignages, des éléments, des objets, de la préservation de certains éléments. Voilà, alors tout ce qui constitue le matériel, vous avez cité à peu près, donc c'est pour ça que l'association travaille sur 4 sections. Donc il y a une section maquettisme qui a pour but de construire des maquettes et notamment de représenter à une échelle unique au 40e toutes les embarcations qui ont émaillé le passé maritime basque. Il y a ensuite une section qu'on appelle tout simplement patrimoine, qui est chargée de faire des recherches et tout le patrimoine. De recenser, de collecter, d'être l'interface avec les autorités dans un but de la création d'un lieu permanent d'évocation de ce patrimoine basque. Ensuite, il y a une section qui s'occupe de faire naviguer les embarcations que nous avons soit récupérées, soit reconstituées. Nous avons construit des répliques, donc 2 répliques. Et puis il y a une dernière section qui vient de se créer l'année passée d'archéologie sous-marine. D'accord. Nous sommes correspondants du DRAS, mais nous allons bientôt, dans 2 semaines, faire une campagne de prospection dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. D'accord. Alors j'imagine qu'à travers justement toutes ces activités, il y a quelque chose qui est au cœur de votre sujet d'étude. C'est un des éléments forts de la culture basque, la chasse à la baleine, que vous avez approché sous différents aspects. D'ailleurs, avant d'en parler, je vous propose de découvrir un peu l'histoire de cette chasse à la baleine en compagnie de Laura, qui est allée un peu sur les traces de la découverte de la chasse à la baleine. Fallait être motivé quand même pour s'attaquer à des animaux pareils. Moby Dick. Je me demande pourquoi il passait ce film. Je crois avoir déjà entendu qu'il y avait un lien entre les basques et les baleines. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Je pourrais peut-être commencer par le musée de la mer de Biarritz. À mon avis, il doit y avoir pas mal d'informations. Plusieurs évolutions parcourent l'histoire du musée. 1960, création d'une salle d'exploration des ressources vivantes. Ah ouais. 1973, la très C'est vrai que c'est gros quand même. qui montre également de très nombreux outils utilisés par les gens de mer. Ça, c'est juste un crâne. En 1991, Mais c'est la musique immense. de l'époque, produite par Ségorotra, Et dire qu'au Moyen-Âge, ils chassaient ça avec de tout petits bateaux. Tiens, il y a des baleines sur ces papiers. Bonjour.
Bonjour. Excusez-moi, vous travaillez sur les baleines? Oui, j'essaye de faire une petite étude sur surtout les baleiniers basques. C'est des grands navigateurs et il s'avère que ces navires et ces embarcations, même ces canoës ici, servaient à chasser la baleine franche, la fameuse baleine des Basques. C'est une baleine qui avançait très lentement. C'est pour ça qu'on pouvait la harponner. Elle venait régulièrement le long de nos rivages ici et elles amenaient souvent leurs petits avec. Donc les baleiniers les poursuivaient et ça rapportait bien sûr énormément d'huile et de viande pour nourrir un village. Alors, chaque fois qu'une baleine s'échouait ou était capturée, à ce moment-là, il y avait une fête, il y avait un dépeçage en musique. Voilà. Oui, il y avait le seigneur local qui venait, il y avait l'église qui venait. Enfin, on donnait la langue de la baleine à l'évêque, c'était la dîme. C'était un morceau de choix. C'était un morceau de choix, voilà. Alors, chaque petit village en Pays Basque avait ses confréries, avait ses traditions. Chaque village était en compétition également. Oui, c'était par exemple, la petite ville de Cibourg était en compétition avec Saint-Jean-de-Luz, était en compétition avec Hendaye ou avec d'autres. Hein. Quand une baleine entrait, c'était le premier qui la capturait. Ça rapportait énormément. Et donc le clergé faisait des offices spécialement pour ces baleiniers et ces familles de baleiniers. Et en même temps, il faut savoir qu'à une certaine époque, le cardinal Mazarin a créé la Grande Compagnie du Nord, hein, donc pour favoriser les financements pour armer des jeunes gens, des jeunes baleiniers pour aller faire des campagnes assez lointaines jusqu'au Spitzberg. J'ai eu tellement de chance de tomber sur cet océanographe. Ça m'a pas mal éclairé sur le sujet. C'est vrai que j'avais jamais fait attention, mais il y a beaucoup de références à la chasse à la baleine dans Biarritz. Il y a des vestiges un petit peu partout. J'ai pas encore tous les éléments. Comment ils se débrouillaient pour chasser la baleine? D'après ce qu'on m'a dit, il y a plusieurs associations qui s'intéressent à ça. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Je suis bien l'association Itchech Begia. Oui, c'est ça. En fait, je viens parce que j'aimerais avoir des renseignements sur la pêche à la baleine. Oui, vous êtes très bien. Vous êtes au bon endroit alors. D'accord. Asseyez-vous. Ok, merci. Alors la pêche à la baleine, elle s'est pratiquée, disons, vers la fin du Moyen-Âge, enfin pour ce qu'on peut en dater, jusqu'au XVIe siècle. D'accord. Et c'était pratiqué dans tous les villages qui bordent la côte ou Alors les ports qui avaient un abri sur la côte, qui pouvaient armer des chaloupes pour aller chasser les baleines, et qui avaient des postes d'observation pour pouvoir guetter les baleines. D'accord. Parce que ça se passait comment du coup? En fait, il y avait des guetteurs et ensuite ils avertissaient les pêcheurs, c'est ça? Chaque port avait une flottille de quelques embarcations, de quelques chaloupes. Et donc ils organisaient un tour de rôle sur des postes élevés de la côte. Ils avaient même construit et maçonné des abris, on appelle ça des atelailles. Et donc quand le guetteur repérait des baleines par leur souffle, il disposait d'une cloche pour alerter et toutes les chaloupes appareillaient. Et ensuite ils allaient tous ensemble essayer d'harponner la baleine. Et chacune avait son harponneur avec sa marque pour bien montrer à l'arrivée, quand ils avaient chassé la baleine, combien de harpons appartenaient à quelle chaloupe. Le harpon était identifié par chaloupe. Pour la répartition des parts. Et ensuite, une fois qu'il revenait au port, que devenait la baleine en fait? Comment il exploitait la baleine? Donc il montait la baleine à terre et donc il la découpait. Et donc là, il y avait un règlement de partage, donc en fonction du harpon, de la chaloupe qui avait posé le premier harpon, etc. Et après, ils commercialisaient, donc le produit le plus valorisé, c'était l'huile, la graisse. Donc ils en faisaient de l'huile. L'huile, ça servait à la fois de combustible et de lubrifiant, les horloges, etc. Puis le combustible, l'éclairage. Je me retrouve le lendemain à Pachaia, un petit port de pêche espagnol du Pays Basque. Je vais rencontrer Xabi Agoté, directeur du musée Albaola. Laura, enchantée. Xabi, un plaisir. Je voulais savoir quel type de bateau était utilisé pour chasser la baleine en fait. Bon, on utilisait des baleinières.
Voilà, donc ils chassaient la baleine comme ça, initialement dans le littoral basque. Mais on sait qu'au XVIe siècle, ils sont déjà en train de chasser la baleine à Terre-Neuve et au Labrador. Nous, on est en train de construire le San Juan, Oui. qui est un galion de 240 tonneaux. Voilà. En fait, c'est un bateau qui avait été construit ici à Pattaya. Ah oui. Et en 1565, il va traverser l'Atlantique. Et au moment où il est prêt à rentrer au pays, une tempête va casser l'amarre du bateau et le San Juan va couler dans la baie de Red Bay. Donc voilà, très important, parce que c'est le navire qui représente les premiers rapports ou échanges commerciaux entre les deux mondes. Et une fois que les marins allaient donc à Terre-Neuve, comment ça se passait avec la population locale? Les Indiens du Canada, ils appréciaient la technologie qui était amenée par les baleiniers. Notamment, ils aimaient beaucoup les baleinières, les bateaux. Les baleiniers n'avaient pas envie de les ramener, Ah oui, c'était car trop... oui. voilà, ça prenait trop de place. Ils voulaient ramener que de l'huile de baleine. Ça les arrangeait, donc ils faisaient des échanges avec les Indiens. De ces rapports commerciaux et de travail, il y a eu aussi un rapport linguistique, car nous savons qu'ils communiquaient en basque parce que cela a été décrit notamment par des Français. Voilà. Ah oui. Les premiers Français arrivant là-bas, ils sont surpris de voir que les Indiens les reçoivent en basque. Ah oui. Eh bien, c'est la première langue européenne qui est utilisée dans le commerce, dans les échanges entre les indigènes du Canada et les Européens. Ainsi, du point de vue économique, la chasse à la baleine a été très importante pour la région. Si importante que malheureusement, la baleine n'y a pas survécu. Victime de sa chasse excessive, elle a fini par disparaître des eaux du golfe de Gascogne. Alors Michel Perry, on a vu là dans toute cette épopée de la chasse à la baleine en fait plusieurs époques. D'ailleurs, les premières traces de cette activité, on les situe à quelle période à peu près? Les premières traces sont préhistoriques en fait, Oui. puisqu'on trouve des artefacts, des harpons en fait faits en bois de renne. Donc on peut imaginer que les premières opportunités sont des baleines qui viennent s'échouer. D'accord. Les populations constatent la manne de calories que cela peut représenter et on peut imaginer qu'ensuite ils essayent d'aller avec les embarcations de l'époque qui sont beaucoup moins nautiquement aptes que celles qu'on a aujourd'hui. Ils décident d'aller chasser. Et les premières traces véritablement lors de cette pêche côtière, c'est 9e, 10e siècle? Voilà, c'est le Moyen-Âge, donc on retrouve des traces de harpons et on retrouve notamment les traces dans les blasons de tous nos ports ici du Pays Basque. Voilà, dans pas mal de villes de la côte. Donc on comprend bien, c'est vraiment une pêche côtière. On est à quelques encablures de la côte. Voilà, donc il y a une espèce de baleine un peu particulière, une baleine franche, qui nage lentement, qui se laisse approcher, d'où son nom de franche, et qui a une autre qualité, c'est que sitôt harponnée, dès qu'elle est morte, oui, sa dépouille flotte, d'accord, contrairement à d'autres baleines. Ce qui permet d'en tirer la dépouille jusqu'au rivage. Exactement, donc chaque port dispose d'une flottille. En fait, elle passe aussi près que ça, au fond là, du golfe de Gascogne? Notamment à la fin de l'hiver, elle vient ici se reproduire. D'accord. Donc les mères sont accompagnées des petits, d'accord, ce qui les rend vulnérables d'ailleurs. Et donc plus facile à chasser. Et donc, vous le disiez, en fait, l'organisation, ça se fait en flottille de petites embarcations. Chaque port dispose d'une flottille. Combien à peu près? D'ailleurs, on parle de ports, mais il faut bien comprendre que certains ports ne sont que des plages. Ils partent de la plage. Il peut y avoir une dizaine, voire une vingtaine d'embarcations. Ils ont organisé un tour de rôle sur des points élevés. Et donc, quand ils voient un souffle de baleine, toute la flottille apparaît. Et donc, les embarcations, c'est combien de marins? Ce sont des embarcations de 6 à 8 mètres et c'est de 8 à 12 personnes à bord. D'accord. Et ces postes de vigie dont on parle, qui sont importants, il y a tout ce rôle de guetteur, il en reste des vestiges aujourd'hui? Non, on connaît dans la toponymie le plateau de l'Atalaï, puisque ces vigies étaient des atalayas. Donc dans la toponymie, on rêvait. Après à Biarritz, il y a eu la dernière, donc vous avez passé une photo de cet élément maçonné là, qui a en fait à la fin de sa vie servait à signaler aux pêcheurs que l'entrée du vieux port de Biarritz était sûre ou pas sûre, avec un système de fumée. Et l'usage avait été détourné. Voilà, donc on a des lieux, mais on n'a pas de vestiges de ces lieux de veille. D'accord, mais on a situé les lieux où devaient être. Alors derrière ça, c'est une activité aussi économique parce que les baleines, on les ramène sur le rivage et il y a toute une activité de découpe et de transformation.
C'est très vite même une industrie baleinière, puisque la baleine, voilà, nous sommes à l'intérieur d'une baleine d'ailleurs qui pourrait être une baleine franche. D'ailleurs, c'est à peu près cette taille, c'est la ça, baleine ça franche, peut être une baleine franche. celle qui est ici dans la Cité de l'Océan. Et donc on voit bien ce que ça peut apporter comme nourriture et comme graisse. On revient sur l'importance de la graisse. C'est surtout ça la première ressource. La première plus-value, la plus grande plus-value, c'est ça. C'est la graisse en tant qu'huile pour l'éclairage. D'accord. Et lubrification. Et donc toute l'activité de transformation, elle se manifeste comment? Elle se situe où? Là aussi, est-ce qu'on a des traces Ce village qui s'est doté de cette flottille, c'était également doté des équipements. Donc il y a des fours à baleine. Ce sont d'immenses chaudrons qui sont sur des éléments maçonnés posés sur un brasier. Et en fait, ils découpent le lard de la baleine. Et on fait fondre pour retirer la graisse. Et ils font fondre ces quartiers de lard là pour retirer l'huile. Donc cette graisse est fondue dans de l'huile qui est mise en tonneau et ensuite vendue. D'accord. Donc ça, on est à partir du 9e, 10e siècle. On est dans le Moyen-Âge. Et puis la présence de ces baleines franches vraiment au fond du golfe de Gascogne ici commence à se raréfier un peu. Et on commence à aller un peu plus loin. Malheureusement, l'impact anthropique, le prélèvement notamment, ils utilisent la présence des petits. Oui. Donc la pression sur la ressource est d'autant plus ça veut dire, parce que ça c'est aussi important et on ne s'y attend pas, on a bien en tête tout ce qui existe depuis, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle de raréfaction, de quotas, etc. Mais la problématique de raréfaction de la ressource, elle existe même déjà à cette époque-là. Oui, de la pression du prélèvement de l'homme sur la ressource, on a des traces attestées. Même donc avec des moyens qui ne sont pas mécaniques. Voilà, ce sont quelques individus. Les baleines, ce sont de gros animaux. D'accord. Donc un troupeau de baleines, c'est peut-être une quinzaine d'individus. Et donc là, les pêcheurs commencent à aller au large des Asturies, de la Galice. Voilà, donc à la fin du Moyen-Âge, il faut parer à l'importance s'est accrue de cette production baleinière à terre, donc il y a une industrie à alimenter. D'accord. Cette chasse avec les embarcations moins productives, donc ils imaginent des bateaux plus gros qui embarquent des baleinières et qui vont au devant. On est plus opportuniste, on n'attend plus que la baleine passe sous sa fenêtre, si j'ose dire. On va la chercher un peu plus au large, sur le côte des Asturies ou dans le golfe de Gascogne. Et jusqu'au moment où on va directement de l'autre côté de l'Atlantique. Jusqu'au moment où on retrouve la trace des chasseurs de baleines basques de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'embouchure du Saint-Laurent et à Terre-Neuve. D'accord. Et là, on sait à partir de quelle période à peu près? C'est pour ça que j'utilise le terme « retrouve la trace ». Voilà. C'est une activité économique de premier ordre, donc c'est entouré d'un certain secret, d'une certaine, plus que de la discrétion. On n'a pas intérêt à dire aux autres où on va prélever sa richesse. Voilà. Par contre, on sait que dès que l'autre continent est découvert, donc 1492, très vite apparaissent des écrits, etc., qui montrent que les Basques avaient une connaissance déjà amplifiée de ces côtes. D'accord. Et donc la présence des pêcheurs basques sur le continent nord-américain, sur l'embouchure du Saint-Laurent, Terre-Neuve, etc., n'est pas liée qu'à la baleine. Non, parce que les premières traces qu'on trouve des actes commerciaux, des ventes, donc au retour de campagne, les navires vendent leur pêche ou leur chasse, et les premières traces parlent plutôt de morue. D'accord. Voilà, donc ils sont opportunistes, on imagine qu'il y a une certaine polyvalence. Même à cette époque, il y a les deux pêches, morue et baleine. Et donc là, vous le disiez, donc on part avec des gros bateaux à voile, des gros vaisseaux, dans lesquels on emporte les baleinières qui sont ces grandes chaloupes, je ne sais pas si le terme est approprié. La productivité dépend en partie du nombre de ces chaloupes, de ces baleinières. Donc ils en emportent qui sont montés, parés à mettre en chasse, à l'eau. Qui sont sur le pont, sur les flancs. Qui sont sur le pont, l'une dans l'autre, de façon gigogne. Et ils en embarquent aussi en quartier, l'expression c'est un quartier, donc elles sont démontées. Ikea n'a rien inventé. D'accord, c'est dans le kit. Pardon de faire de la publicité. Et donc arrivés là-bas, ils les remontent et ils les mettent en exploitation. D'accord, donc on part, et là on part pour des campagnes de quelle durée? Là, on part sur des campagnes de 6 mois. En fait, ils partent au printemps et ils reviennent à l'automne. D'accord, toute la période de l'été. Voilà, belle saison. Et on part pour 6 mois là-bas. Donc là-bas, pareil, alors, il ne faut pas qu'on s'imagine que la pêche à la baleine se fait à partir des gros navires. Ils ne sont là que pour traverser l'Atlantique. Et la pêche à la baleine, même de l'autre côté, se fait à partir des baleinières, donc d'embarcations plus mobiles. C'est ça. Ces gros navires, soyons prudents, ce sont des navires qui font en gros 25 mètres de coque. D'accord. Qui sont très larges, très volumineux, 250 tonneaux. Donc amènent à bord non seulement les baleinières, mais des tuiles pour construire les abris, du lest, des tonneaux. Des éléments pour construire les fours aussi voilà. sur place, par et exemple. ils recréent en fait sur place, sur leur
rivage, à Terre-Neuve ou sur le Saint-Laurent, ils recréent la station baleinière telle qu'elle était ici au Pays Basque. D'accord. Donc les fours, les abris, etc. Et en fin de campagne, tout ça, tout le produit de la chasse est remis à bord en tonneau du gros navire, de la nao, de la nef, du galion. D'accord. Il y a plusieurs termes à l'époque. Et tout ça est ramené donc à la fin de l'été, à l'automne, ici, et vendu. D'accord. Avec des liens là-bas, avec les populations autochtones. Ces rivages sont fréquentés par les Indiens. Oui. Donc les Basques sont un peu les premiers Européens à s'installer de façon non conquérante. Ils ne sont pas là pour convertir, ils ne sont pas là pour annexer. Donc ils ont un rapport plus facilité avec les Indiens. Et ils ont même des rapports commerciaux assez tôt. Puisqu'assez tôt, on voit que les Basques ont compris qu'ils pouvaient améliorer le bilan économique de l'expédition en achetant notamment des peaux. D'accord. Donc ils font des échanges de peaux de castor avec les Indiens. Et en fait, c'est un peu ce qu'on évoquait, les échanges contre les chaloupes, parfois, enfin, comme les Alors, baleinières. Alors, ils partent au début, ils partent avec du lest, et puis ensuite, ils trouvent qu'il y a cette opportunité de faire des échanges avec les Indiens. Donc, ils amènent des éléments de métaux, des chaudrons, etc., que les Indiens réutilisent. Des outils, et parfois, ils pouvaient laisser leur chaloupe soit en troc, en échange, céder aux Indiens. On peut imaginer que ce n'étaient pas les plus neuves qu'ils échangeaient. Et ils pouvaient aussi parfois laisser leur chaloupe en gardiennage. Les Indiens étaient chargés éventuellement sur d'entretenir. la période hivernale, parce qu'il y a vraiment des campagnes récurrentes année après année sur les campagnes de pêche. Très vite. On a parlé, donc on ne peut pas situer le début de cette pratique. Par contre, on sait qu'au XVIe siècle, c'est l'apogée. On parle de ports comme Pachaï, comme Saint-Jean-de-Luz, qui arment quasiment 50 baleiniers, avec chacun 60 hommes. Vous voyez, c'est une industrie. Donc c'est monté très vite. Et donc ici, ils ont des habitudes. Côté Pays Basque, on n'a plus des petits ports avec les baleinières, mais des gros ports qui accueillent ces gros vaisseaux Voilà, en c'est devenu partance. ce qu'on appelle une pêche lointaine, avec une base avancée. D'accord, ok. Et puis tout ça évolue et finit par se terminer. Comment ça évolue ? Tout ça évolue pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison la même qu'ici. La pression sur la population de baleines provoque une raréfaction. Ensuite, il y a un autre phénomène. La prospérité de cette industrie attise un peu les vocations. Donc les Anglais, les Russes en Baltique, les Diepois se mettent à la chasse à la baleine. Donc il y a de la concurrence. Et il semble que certains de ces armateurs soient un peu plus habiles dans la commercialisation. Voilà. Et ensuite, il y a le fait politique. L'accès à ces rivages est revendiqué, protégé. Donc il y a les traités d'Utrecht, les traités de Versailles qui font qu'à un moment donné, on n'a plus le droit, les Français n'ont plus le droit d'installer partout. De s'installer sur place. Voilà. Donc ils sont obligés de ne plus s'appuyer sur l'installation à terre, d'être autonomes, de créer le navire-usine. D'accord. D'ailleurs, je ne vais pas dire que les pêcheurs basques ont provoqué leur propre perte, mais certains partent travailler auprès de ces compagnies étrangères qui les débauchent en quelque sorte pour essayer de récupérer leur savoir-faire. Donc cette prospérité est repérée par les autres et puis l'expertise des Basques est repérée. Donc les harponneurs basques et puis ceux qui découpent le lard, c'est un métier, c'est une expertise. Donc sont recrutés sur des navires donc anglais, portugais, de toute l'Europe. D'accord. Hollandais, beaucoup hollandais. Et la chasse à la baleine, donc sous cette forme, a une fin à un moment donné sur l'Atlantique Nord et puis ces régions du Labrador, de Terre-Neuve. Donc on va parler des Basques. Petit à petit, il y a une diminution de cette chasse à la baleine. Et la pêche à la morue prend une importance considérable économiquement. Voilà, et donc ça devient moins notre métier. Et puis la chasse à la baleine, elle décroît. Et puis ensuite arrivent les navires à propulsion mécanique. Puis on arrive en 1986, le moratoire, la fin de la chasse à la baleine. Par contre, oui, pour mettre un élément purement conclusif, c'est qu'il y a un moratoire sur la chasse à la baleine, mais il y en a un aussi sur la pêche à la morue. Oui, qui date aussi des années 80, cette partie, dans les eaux du Saint-Laurent. Oui. D'accord, donc tout cet élément historique, en fait, aujourd'hui, n'existe plus comme activité économique dans cette région du globe et de l'Amérique du Nord. Alors là-bas, non, la pêche à la morue a été ouverte et les quotas sont très réglementés, j'imagine. Sont très réglementés et on aurait des prémices de repeuplement. Donc on aurait une très légère augmentation des quotas donnés par les Canadiens. En tout cas, ce qu'on découvre quand même, c'est que cette problématique de raréfaction de la ressource, elle n'est pas du tout récente, mais on la connaît depuis presque le Moyen-Âge et au-delà, zone par zone. La pression anthropique sur les ressources naturelles, c'est pas nouveau, c'est aussi vieux que l'homme. Alors, on va conclure en revenant
entre autres sur d'autres activités d'Ichaj Beguia, parce que toute cette étude dont vous nous faites partager sur l'épopée de la chasse à la baleine, c'est quand même aussi largement le cœur de votre activité. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une activité aussi de reconstruction, de donner vie. Alors, on l'a vu chez certains de vos collègues du côté sud, Chabiagoté, avec l'association Albaola, qui est en train de terminer la reconstitution ou la reconstruction d'un galion, le San Juan. Vous avez peut-être à une échelle plus modeste déjà reconstitué des embarcations? Nous avons, nous, reconstruit 2 embarcations. La première en 1986, c'est un batiel. C'est des petites embarcations de 6 mètres qui ont un lointain cousinage avec les baleinières utilisées pour chasser la baleine. Ce qu'on appelle les traînières aujourd'hui? Alors la traînière est une évolution. Elle est plus longue que le batiel, elle est armée par un équipage. Et puis les traînières que vous voyez aujourd'hui, qui servent seulement à la course, se sont allongées considérablement et allégées, puisqu'ils utilisent des matériaux composites. Voilà. Mais il y a un cousinage. Il y a une sorte d'arborescence, vous savez, dans l'évolution de l'architecture navale. C'est parfois complexe. Et donc vous avez recréé Donc, nous avons reconstruit ce batiel et puis en 1991, nous avons construit la réplique d'une chaloupe. Donc la chaloupe, ce sont des embarcations un peu plus grandes que les batiels. C'est ponté, c'est gréé de 2 mâts, c'est à voile et aviron. Et elles étaient utilisées depuis très longtemps. Notamment dans ces pêches lointaines, elles étaient utilisées en servitude. C'était elles qui, par exemple, servaient à transborder le matériel de la terre jusqu'au navire qui lui restait mouillé sur rade, à remorquer les baleines, etc. Et puis la pêche côtière ici arme ces chaloupes pour faire les métiers là, qui s'écartent de plusieurs milles de la côte où ils vont pêcher sur la fosse de Cabreton. Et donc en projet, il y a 2 choses. Un projet qui est, si ce n'est sur les rails, presque sur les flots, ou en fait sur les rails de mise à l'eau, qui est un navire vapeur, une embarcation vapeur, sardinier. Donc très récemment, nous avons été contactés par un mécène, un peu fou comme nous, qui s'est mis à l'idée de construire la réplique d'un navire. Donc on parle de bateaux d'échelle nationale, de navires de coque de 40 à 50 mètres, comparable à celle de Belém ou Hermione. Ça, c'est ce gros projet. Quand je parlais tout à l'heure de votre lien avec le chantier de l'Hermione, c'est parce que le projet qui est dans ses prémices est de cette nature-là. C'est ça, et de cette taille-là. D'accord. Vous avez dit 40-50 mètres? C'est 40-50 mètres. Alors, soyons prudents, Ichaj Beguia joue un rôle de conseil. Ce n'est pas Ichaj Beguia qui porte le projet. Encore une fois, il y a un mécène qui s'appuie beaucoup sur nous. Et puis ce projet a un petit corollaire. Donc nous nous sommes dit que pendant la construction du grand navire que nous avons évoqué, il serait bien de faire une navette pour amener les visiteurs. Puis tant qu'à faire une navette, comme nous travaillons dans le patrimoine, nous nous sommes dit que ce serait bien de faire une navette qui a un intérêt patrimonial. Donc nous avons, le BCN a commandé la construction de la réplique d'un vapeur, construit en 1907 au chantier d'État Média à Cibourg. Donc c'est un bateau d'une coque de 14 mètres par 2,80 mètres. Donc c'est d'ores et déjà commandé, ça c'est fait. D'accord. Et donc là, il va y avoir donc la reconstruction d'un vapeur qui est un sardinier. Alors c'est un navire qui avait une double fonction dès le départ en 1907. Il était conçu pour être sardinier, pêcher la sardine pendant l'hiver et transporter des touristes pendant l'été. D'accord. Promenade en mer. Donc presque un peu la vocation que vous voulez lui donner. Exactement. Et donc l'autre beaucoup plus gros projet, qui est lui un navire à voile, est quand même un navire de la même époque. Oui. Le gros intérêt, la cohérence début du XXe. Notre chaloupe, ce sont les derniers navires voile-aviron qui sont remplacés par les vapeurs. D'accord. Donc c'est vraiment une période charnière et il y a un tuilage. Ces navires-là représentent la pêche côtière de cette époque. Et à cette même époque, il y a des pêches lointaines, donc à la morue, il n'y a plus de baleines à l'époque. Enfin, il n'y a plus de baleines, il n'y a plus de chasse à la baleine. Et donc tout ça est contemporain. C'est le tournant du 19e au 20e siècle. Écoutez, bonne chance dans ces projets. Alors, on a bien compris que c'est dans les prémices, mais on a bien compris aussi toute la passion que vous mettez avec tous les membres d'Ichaj Beguia sur l'ensemble de vos activités. Donc bon vent à vous et à l'ensemble de l'association. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre avec Laura les traces d'autres empreintes du passé. Merci, à bientôt.